Bonjour, donc dans cette vidéo nous allons discuter ce que c'est qu'un gaz parfait. Donc c'est une notion qui est issue de l'expérience. Dans le premier paragraphe, on verra l'équation d'état du gaz parfait. Ensuite, deuxième paragraphe, on étudiera le modèle du gaz parfait, quelles hypothèses on fait et quelles sont les conséquences qu'on en déduit. Parmi ces conséquences, je mentionnerai particulièrement les lois de Laplace qui sont assez utiles pour faire des calculs quand on a des machines thermiques, par exemple un moteur d'iterme. Et enfin, pour bien comprendre ce que c'est qu'un gaz parfait, ce que veulent dire les hypothèses, c'est intéressant de pouvoir comparer à autre chose. Et donc on verra un autre modèle de gaz, ou même plus généralement de fluide, qu'on appelle fluide de Van der Waals, qui est un modèle plus complexe. Voilà. Alors tout d'abord, l'équation d'état du gaz parfait, donc ce que j'ai appelé approche empirique. Empirique, ça veut dire issu de l'expérience. Suite à de nombreuses expériences, les gens ont dégagé des lois que vérifier les gaz exactement ou approximativement, et des lois qui relient la pression, le volume et la température dans un gaz. Et on a fini par trouver une seule loi qui résumait toutes les lois précédentes, que je vais maintenant vous présenter. Donc cette loi s'appelle loi des gaz parfaits ou équation d'état des gaz parfaits ou du gaz parfait. Elle s'écrit de la façon suivante, PV égale nRT. Donc je vais brièvement rappeler la signification de chacune des grandeurs qui intervient dans la loi et commenter un petit peu. Donc ça concerne du gaz qu'on peut imaginer contenu dans un récipient fermé. Donc j'ai des atomes ou des molécules de gaz. V, c'est bien évidemment le volume du récipient. R, c'est une constante. On verra sa valeur dans un instant. Ça s'appelle la constante des gaz parfaits. P, c'est la pression. Alors, donc, qui se mesure en pascal. On la donne parfois en bar, et je vous rappelle que 1 bar c'est 10 puissance 5 pascal, mais l'unité SI c'est le pascal. La pression, rapidement, donc pour se rappeler, imaginez que mon récipient est l'une des parois qui soit en fait la paroi d'un piston, d'accord, ici. Et donc son volume n'est pas fixe a priori, et puis on peut avoir un opérateur extérieur qui exerce une force, Fx, de ce côté-ci. La pression, c'est, disons, P fois S, c'est la force exercée par le gaz à l'intérieur sur le piston. S, c'est bien entendu la surface ici. D'où provient cette force? Elle provient des chocs des molécules du gaz contre cette paroi. Donc ici, j'ai une molécule, elle a une certaine quantité de mouvement, P, avec 3 composantes, Px de x plus Py de y plus Pz de z. Mettons que l'axe des x soit celui-ci. Qu'est-ce qui se passe lors d'un choc de cette molécule contre le piston? Eh bien, donc, ça c'est la quantité de mouvement de ma molécule avant le choc. Le choc est un choc élastique, donc il y a conservation de la quantité de mouvement totale de la molécule plus celle du piston, et il y a conservation de l'énergie totale. J'imagine que le piston ici ne bouge absolument pas, et donc après le choc, la quantité de mouvement de la molécule est nécessairement de la forme moins Px de x plus Py de y plus Pz de z. Okay. Il est clair que les composantes selon y et z n'ont pas changé, et si vous voulez conserver l'énergie cinétique de la molécule, il faut qu'ici ce soit plus ou moins Px, et c'est forcément moins Px. Donc après le choc, j'ai ça, et
par conservation de la quantité de mouvement totale, il y a eu un transfert de quantité de mouvement au piston lors du choc. On lui a transféré 2 px. Donc j'ai dit que le piston ne bougeait pas, c'est vrai, il se déplace très peu, mais quand même sa quantité de mouvement varie, elle varie de 2 px. 2 pxex, excusez-moi. Ok. Et donc, pendant une durée delta t, le piston reçoit de la part du gaz une certaine quantité de mouvement que je vais appeler delta P. Et delta P sur delta T, ça c'est homogène à une force. D'accord, c'est la force exercée par le gaz sur le piston. Clairement, cette force est proportionnelle à la surface du piston, et le facteur de proportionnalité, c'est ça qu'on appellera la pression grand P. À ne pas confondre évidemment avec petit p qui désigne la quantité de mouvement. Donc cette force, elle est de la forme, avec mes notations sur le schéma, elle est de la forme pression fois la surface fois le vecteur EX qui dirige mon axe. Ok. Donc, il nous reste à expliquer ce que sont N et T. Donc N, c'est ce qu'on appelle la quantité de matière. Ça mesure d'une certaine manière le nombre de molécules que vous avez dans votre récipient. Mais on en a un nombre macroscopique, donc on les compte plutôt en mol. Donc une mol, c'est une mol de machin, c'est le nombre d'Avogadro machin. Donc une mol de molécules, c'est Na molécules, où Na, c'est un nombre qui vaut environ 6 10 puissance 23 et qui a une définition compliquée. Na, c'est le nombre d'atomes, par définition, c'est le nombre d'atomes dans 12 grammes d'un certain isotope du carbone, qui est l'isotope le plus courant, qu'on appelle le carbone 12. Bon, d'une façon plus simple, on pourrait dire qu'on prend 1 gramme d'hydrogène ou 1 gramme de protons et on compte le nombre d'atomes d'hydrogène ou le nombre de protons dans ce gramme. Ça fait quasiment la même chose. Ok. Et donc N, la quantité de matière, c'est le nombre de moles de gaz qu'on a dans notre récipient. Ok, enfin T c'est la température, mais il y a une petite subtilité, c'est la température en degrés Kelvin. Donc justement, en faisant leurs expériences sur les gaz et en arrivant à dégager cette loi, ce dont se sont rendus compte les gens, c'est que l'échelle des degrés Celsius n'était pas tellement bien adaptée. Ils ont étudié à N et V fixés comment varie la température, qui à l'époque était exprimée en degrés Celsius, comment varie cette température en fonction de la pression. Et donc je vais noter θ, la température en degrés Celsius, puisque c'est la seule qu'on connaissait à l'époque. Et ils se sont rendus compte que quand la pression tend vers 0, la température, quel que soit le gaz considéré, tendait vers la même valeur limite. La température la plus froide possible, si vous voulez, qu'ils pouvaient atteindre, qui vaut environ moins 273 degrés Celsius. Bon, cette température la plus froide possible, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le zéro absolu. Et ça, on dit que c'est 0 Kelvin.
Et le lien entre la température en Kelvin et la température en Celsius, c'est que la température en Celsius, c'est la température absolue, moins, disons, environ 273 degrés Celsius. Donc celle-ci, attention, cette équation est homogène parce que j'ai des températures partout, mais ici, c'est l'expression en degrés Celsius, et ça, c'est en Kelvin, hein. Ce n'est pas dans les mêmes unités. Et justement, cette règle vous dit comment passer d'une échelle à l'autre. Donc une augmentation de 1 Celsius ou de 1 Kelvin, ça revient au même, mais c'est l'origine de l'échelle qui n'est pas la même. Ok, bon voilà. Et donc, les expériences sur les gaz dilués se résument à cette équation-là. Donc par exemple, si on fixe la quantité de matière, qu'on fixe le récipient, donc son volume ne varie pas, et qu'on chauffe de façon à doubler la température. Et bien, on peut faire une mesure de pression et on constate que la pression a doublé. Okay. Cette équation d'état du gaz parfait, donc elle est valable, j'ai envie de dire, approximativement pour tous les gaz, quelle que soit leur nature et les conditions pression, volume et température dans lesquelles on les considère, mais elle est valable approximativement. Et en fait, elle marche extrêmement bien, elle est vraie avec une très très bonne approximation dans le cas où le gaz est dilué, dans le cas où il est très dilué. D'autant plus valable que le gaz est dilué. Bon, en pratique, dès que vous avez un gaz, quasiment toujours, vous allez supposer que c'est un gaz parfait et vous allez utiliser cette équation. Le modèle du gaz parfait. Donc, essentiellement, il y a deux hypothèses. Donc, la première hypothèse, c'est que nos particules, nos atomes ou nos molécules sont purement ponctuelles. Bon, je vais dire molécules à chaque fois. Elles sont ponctuelles, ça veut dire qu'elles ont une taille nulle, elles ont un volume nul. La deuxième hypothèse, c'est que ces molécules n'ont aucune interaction entre elles. Donc si j'en prends deux, il n'y a pas de force exercée par l'une sur l'autre. Pas d'énergie potentielle d'interaction. Donc, c'est un modèle, il n'est ni juste ni faux. On peut l'étudier mathématiquement, voir qu'est-ce qu'il nous prédit, et ensuite, une fois qu'on a fait nos prédictions, voir dans quelle mesure ça va s'appliquer à certaines situations et ça ne va pas s'appliquer à d'autres situations. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Déjà, s'il n'y a pas d'interaction entre les molécules, ça veut dire qu'on va pouvoir exactement calculer l'énergie du gaz. Considérons une molécule. Donc, je vais noter EC, l'énergie cinétique d'une molécule. Ok, je fais vraiment mes deux hypothèses. Donc ma molécule, c'est juste un point matériel. Donc son énergie cinétique, il peut y avoir que de l'énergie cinétique de translation. Si j'appelle m la masse de la molécule et v sa vitesse, son énergie cinétique, c'est la somme de ces trois termes. C'est 1,5 de mv carré, si vous voulez, et ça se décompose dans ces trois termes-là. Et quelle est l'énergie interne du gaz? Donc je vais appeler ça U. Donc l'énergie interne qu'on a discuté, notamment dans la vidéo sur le premier principe, je vous y renvoie si vous ne l'avez pas déjà visionné. L'énergie interne d'un gaz parfait, c'est très simple. Il n'y a pas d'interaction entre les molécules. Donc, il n'y a pas d'interaction non plus, hormis les chocs, si vous voulez, avec les parois du récipient. Donc, on peut considérer que l'énergie interne du gaz, c'est seulement l'énergie cinétique microscopique qui est présente dans le gaz. Et donc, U, c'est la moyenne temporelle de l'énergie cinétique microscopique totale.
Et donc, si vous voulez, c'est la moyenne temporelle de la somme sur toutes les particules. Donc, j'ai un indice I qui va servir à numéroter les particules. D'accord, j'ai la I. Pour la ième particule, je regarde son énergie cinétique, EC indice I. Bon, mais en fait, toutes les particules du gaz se valent, donc EC indice I, ça a exactement la même moyenne temporelle que n'importe laquelle des autres molécules. Et donc ça, c'est juste le nombre grand N de molécules de mon gaz fois l'énergie cinétique moyenne d'une molécule. Hein, je vous rappelle que crochet pointu, ça désigne une moyenne temporelle. Ok, donc pour calculer l'énergie interne du gaz, il suffit de savoir ce que ça vaut. Et on va le faire dans un instant. Comme conséquence de ces axiomes, de ces hypothèses, on peut dire aussi la chose suivante. On va se placer bien sûr dans un référentiel dans lequel le récipient est immobile. Et donc du coup, le gaz n'a pas de mouvement d'ensemble. Et donc la vitesse moyenne, le vecteur vitesse moyen des molécules du gaz vaut 0. Et dans ce référentiel, certainement, la distribution des vitesses est isotrope. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de direction privilégiée. Toutes les directions se valent. Bon. Et puis, vu la forme de l'énergie et l'absence d'interaction entre les molécules, on peut montrer la chose suivante. Imaginons qu'on tire une molécule au hasard et qu'on regarde quel est son vecteur vitesse, qu'on regarde quelle est sa composante Vx ou quelle est sa composante Vy. Et bien de cette manière-là, vous allez penser à Vx, Vy comme des variables aléatoires. Ces variables aléatoires vont être indépendantes. Et donc en particulier, elles sont non corrélées. Donc les variables aléatoires Vx, Vy et Vz sont indépendantes au sens des probas. Et donc l'isotropie plus cette indépendance, plus un petit raisonnement que je ne vais pas faire, qui est dû à Maxwell, qui n'est pas difficile, mais que je ne vais pas faire, nous permet de déduire que exactement ce qu'on appelle la distribution des vitesses dans le gaz, c'est-à-dire combien de molécules ont tel vecteur vitesse, combien ont tel autre vecteur vitesse, etc., à une petite incertitude près. On en déduit que la distribution des vitesses dans le gaz est de la forme. Voilà. Disons, si je note plutôt grand V en fait, les variables aléatoires correspondantes, et que je me fixe un nombre petit Vx, un nombre petit Vy, un nombre petit Vz, la proba, je prends une molécule au hasard, la proba quel est son vecteur vitesse qui soit de la forme suivante, sa composante indice X est comprise entre Vx et Vx plus dVx, et sa composante Y est comprise entre Vy et Vy plus dVy, et même chose pour la composante Z. Cette proba-là, elle est proportionnelle, donc ce qu'on indique par ce signe, elle est proportionnelle à exponentielle de moins l'énergie cinétique divisée par kBt. Donc l'énergie cinétique de ma molécule divisée par kBt, ou encore, si vous préférez, exponentielle de moins mvx carré sur 2 kBt fois exponentielle de moins m Vy carré sur 2 kBt fois exponentielle de moins mvz carré sur 2 kBt.
D'accord? Et le coefficient de proportionnalité, il n'est pas mystérieux du tout. Vous l'obtenez en écrivant que la somme des probabilités fait 1. Donc, une telle distribution de vitesse s'appelle distribution de Maxwell-Boltzmann. Ok. Bon, et donc à partir de ça, un calcul simple, vous avez essentiellement fait en terminale en fait quand vous avez regardé la loi normale, un calcul simple vous dit que dans un gaz parfait, la moyenne de 1 demi mv carré, c'est 1 demi kBt, où Kb est la constante de Boltzmann. Ok. Donc cette constante de Boltzmann, je n'en ai pas parlé jusqu'à présent dans cette vidéo. Kb égale 1,38 10-23 joules par Kelvin. Donc vous voyez que c'est une constante qui fait passer d'une température T à une énergie. Hein. KBT c'est l'énergie, et KBT c'est une énergie microscopique. De manière générale, KBT ça vous donne l'ordre de grandeur des énergies à l'échelle atomique dans un système à la température T. Cette constante de Boltzmann, elle est reliée à la constante R. Donc la constante R, je ne vous ai pas donné la valeur tout à l'heure. En fait, la constante R, c'est 8,3 joules Kelvin moins 1 moins le moins 1. Et Kb et R sont reliés par la relation suivante. Kb, c'est R divisé par Na. Donc R, c'est une grandeur qui est grosso modo de l'ordre de 1. Ce n'est pas étonnant parce que c'est une grandeur macroscopique et qu'on a choisi, on a des unités adaptées. Na, c'est gigantesque, il y a un facteur 10 puissance 23. Ce facteur 10 puissance 23, il est là parce que vous passez du monde atomique au monde macroscopique. Et Kb, il y a le 10 puissance moins 23 pour la même raison. Donc c'est pas dur de retenir l'exposant 10 moins 23, c'est juste à cause du Na. Ok. Donc, dans un cas parfait, ce terme dans l'énergie cinétique d'un atome ou d'une molécule a pour valeur moyenne temporelle 1,5 kBt. Donc c'est un résultat très très important. Et on va en déduire tout de suite la valeur d'énergie interne. Donc on reprend le calcul de tout à l'heure. L'énergie interne de mon gaz parfait, on avait dit que c'était N fois la moyenne temporelle de 1 demi mvx carré plus 1 demi mvy carré plus 1 demi mvz carré. C'est une somme de trois moyennes temporelles. Le premier terme, c'est 1,5 kBt, et les deux autres, d'après l'isotropie, ils ont exactement la même valeur moyenne. Donc en tout, vous avez 3n fois 1,5 kBt, ou encore vous avez... Oui, c'est la bonne façon de le retenir. Donc le 3n, il est là en quelque sorte parce que vous avez 3n degrés de liberté. D'accord ? Vous avez 3 degrés de liberté par molécule, qui sont ici des degrés de liberté de translation, Vx, Vy, Vz. Ok. À partir de la distribution des vitesses de Maxwell-Boltzmann, on peut aussi calculer la pression et le calcul de la pression nous montre que PV, c'est 2/3 de la moyenne temporelle de l'énergie cinétique. Du coup, c'est 2/3 de l'énergie interne ici qu'on vient de calculer. Et donc, ça fait 2/3 de 3,5 de NKBT. Et sans surprise, on retrouve que PV c'est égal à grand NKBT. Donc on retrouve l'équation d'état du gaz parfait. Mais exprimée cette fois-ci en termes du nombre de molécules et de grandeur atomique. D'accord ? Ça, c'est l'énergie à l'échelle atomique ou moléculaire. En effet, donc,
Grand N, le nombre de molécules, c'est N fois Na. Grand E, KB, on a dit, c'est R divisé par Na. Et donc ce grand N KBT, c'est exactement le NRT qu'on avait tout à l'heure. D'accord ? Donc PV égale grand N KBT égale NRT. Donc on comprend un petit peu mieux d'où vient cette équation, qui était initialement issue de l'expérience. À partir du modèle du gaz parfait, on a accès à la distribution des vitesses. Bon, ensuite, il y a un peu de calcul et que j'ai en bonne partie sauté, mais on démontre vraiment cette équation d'état. Donc, les lois de Laplace, donc, ce sont des lois qui vont relier elles aussi pression, volume et température, et qui s'appliquent sous certaines hypothèses. Donc, alors, il y a plusieurs hypothèses. Donc, déjà, il y a des hypothèses sur la transformation subie par le gaz. Il s'agit d'une transformation adiabatique. Donc, je vous rappelle que adiabatique, ça signifie qu'il n'y a pas d'échange de chaleur. Il y a deux raisons possibles a priori pour lesquelles il n'y a pas d'échange de chaleur, soit parce que j'ai bien calorifugé mon système, soit parce que la transformation est tellement rapide que les échanges de chaleur n'ont pas le temps de se faire. Donc, c'est une transformation adiabatique, réversible, d'un gaz parfait. Et chacune de ces hypothèses est nécessaire. Et à chaque fois que vous allez utiliser ces lois de Laplace, je vous demanderai de citer les hypothèses pour vérifier que vous êtes bien dans le cas d'application. Donc, il y a trois lois. Celle qu'on retient bien, la première si vous voulez, elle s'écrit comme ça. PV puissance gamma égale constante. Et il faut que je vous explique ce que c'est que gamma. Donc, il faut revenir un petit peu pour savoir ce que c'est que gamma. Peut-être je peux vous donner un exemple d'abord. Donc, exemple, pour l'air. Pour l'air, gamma vaut 1,4. Donc, cette loi signifie que si vous avez une transformation adiabatique réversible d'un gaz parfait, initialement, donc, vous avez une pression P1, un volume V1, une température T1. Ici, vous avez P2, V2, T2. Bien sûr, le nombre de moles n'a pas changé. Hein, je n'en parle pas, mais c'est toujours la même quantité d'air que vous avez, ou de gaz que vous avez au départ et à la fin. Bon, donc si la transformation vérifie ses propriétés, eh bien forcément, vous allez avoir P1, V1 puissance gamma, qui est égal à P2, V2 puissance gamma. D'accord ? Donc si c'est de l'air, P1, V1 puissance 1,4 égale P2, V2 puissance 1,4. OK. Qu'est-ce que c'est que gamma ? Alors, je vous rappelle que quand on s'intéresse aux échanges d'énergie, on a défini deux capacités thermiques. Donc, la capacité thermique, ça fait lien entre une variation de température et une variation d'énergie interne. Pour une transformation à volume constant, la variation d'énergie interne est égale à un certain nombre que j'appelle CV fois la variation de température, c'est-à-dire énergie interne finale moins énergie interne initiale égale la capacité thermique fois la variation de température. Ceci en fait c'est vrai en supposant que CV est constant. Mais cette hypothèse n'en est presque pas une. CV, vous allez pouvoir considérer que c'est constant sur une très large plage de température, disons pour toutes les températures usuelles. Donc ce qui est vrai pour les températures usuelles, disons entre 200 Kelvin et 500 Kelvin, mettons quelque chose comme ça.
Ok. Donc, en pratique, CV, vous pouvez considérer que c'est une constante. Donc, on a cette relation. Si j'apporte de l'énergie et donc que l'énergie interne augmente, la température qui mesure un peu, c'est une sorte d'énergie interne moyenne. On a vu tout à l'heure 1,5 kBT comme la moyenne de l'un des termes. C'est la moyenne temporelle d'1,5 mVx carré. Donc, si j'apporte de l'énergie, si mon énergie interne augmente, la température va augmenter. Et seulement, il y a certains corps pour lesquels le même apport d'énergie produit une augmentation de température plus grande que pour d'autres. C'est parce qu'ils ont des CV qui sont différents. Et réciproquement, je sais que si en chauffant, j'ai réussi à faire monter la température, eh bien, c'est parce que l'énergie interne a varié. Et cette relation me permet de calculer de combien a varié mon énergie interne, connaissant CV. Maintenant, donc ça c'est pour les transformations à volume constant, mais il arrive assez fréquemment, et c'est le cas en particulier en chimie, qu'on fasse des transformations qui ne sont pas à volume constant, mais qui sont plutôt à pression constante. Donc pour une transformation à pression constante, donc en apportant une certaine quantité de chaleur et sans effectuer de travail, on a la relation. La quantité de chaleur apportée, Q, est égale à Cp fois delta T, d'accord. Et je suppose ici que le travail autre que celui exercé par les forces de pression est nul. Donc j'ai une certaine relation où ici Cp, c'est la capacité thermique à pression constante. Ok. Je vais mentionner brièvement une définition un tout petit peu plus rigoureuse de CV et Cp pour ceux qui connaissent déjà l'enthalpie. Mais si vous ne connaissez pas, c'est pas grave, juste ignorez les 30 prochaines secondes. Donc, en fait, CV, je peux considérer U comme une fonction de deux variables d'état T et V, et CV, c'est la dérivée de U par rapport à T à V fixé, c'est-à-dire en supposant V constant. Et de la même manière, la capacité thermique à pression constante, c'est la dérivée de l'enthalpie, où je vois l'enthalpie comme une fonction de la température et de la pression. Je dérive par rapport à la température en travaillant à pression constante. Et l'enthalpie H, c'est U plus PV. Ok, c'est une autre façon un peu de dire ce que j'ai dit là. Bon, maintenant, qu'est-ce que gamma? Le gamma qui intervenait dans la loi de Laplace, par définition, c'est Cp sur Cv. Et le calcul de l'énergie interne qu'on a fait vous montre que pour un gaz parfait monoatomique, on avait trouvé U égale 3 demi de nRT. Donc si je dérive U par rapport à T, à V fixé, je trouve que CV, donc c'est la dérivée de ça par rapport à T, à V fixé, mais de toute façon il n'y a pas de V dans mon expression, c'est 3 demi de Nr. Pour un gaz parfait monatomique, CV égale 3 demi de Nr. Je peux calculer H, et pour mon gaz parfait, ça va faire 3 demi de nRT plus PV, mais PV c'est nRT. Donc là j'ai 5 demi de nRT. Et donc Cp, Cp c'est 5 demi de Nr. Et donc pour un gaz parfait monoatomique, gamma est égal à 5 tiers, autrement dit 1,67.
Bon, en général, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le cas d'un gaz parfait diatomique, parce que l'air, c'est un gaz, disons, c'est diatomique. On a 80% de diazote et 20% de dioxygène. D'accord, il y a un peu moins d'1% d'autre chose, mais on s'en fiche. Grosso modo, c'est ça. Et donc, c'est un mélange de deux gaz parfaits diatomiques. Alors, en fait, on va s'affranchir légèrement d'une des deux hypothèses du gaz parfait. Tout à l'heure, je vous ai dit, une des hypothèses, c'est qu'on a des atomes ou des molécules qui sont considérés comme ponctuels. Ici, pour un gaz parfait diatomique, on ne considère pas tout à fait que c'est ponctuel. On a donc une molécule constituée de deux atomes, et la chose qui va nous intéresser, c'est que cette molécule peut tourner sur elle-même, et on a aussi 2 degrés de liberté de rotation. On considère que c'est quand même un gaz parfait, même si ça ne vérifie pas tout à fait les hypothèses. On dira que c'est un gaz parfait diatomique. Et du coup, on n'a pas 3 degrés de liberté de translation, comme on avait tout à l'heure, mais on a 3 degrés de liberté de translation plus 2 degrés de liberté de rotation. Et du coup, l'énergie U, ça va être 5,5 de grand N kBT ou encore 5,5 de nRT. H, ça va être 7,5 de nRT. CV, pour un gaz parfait diatomique, c'est maintenant 5,5 de Nr. CP, c'est 7,5 de Nr. Et gamma, c'est 5,5 divisé par 7,5, c'est 7 cinquièmes, c'est 14 dixièmes, encore c'est 1,4. Voilà, et c'est ce résultat en fait qui est intéressant en pratique. Pour l'air, gamma égale 1,4. Ok. Bon, maintenant je propose de démontrer rapidement cette première loi de Laplace et puis d'en déduire les deux autres. Donc pour la démonstration, je vous renvoie au document, au document écrit joint avec la vidéo. On va déduire de cette première loi de Laplace les deux autres. Donc, il y en a une qui concerne P et V, il y en aura une autre qui concerne P et T, et une qui concerne T et V. Donc, ce n'est pas difficile, on va réécrire l'équation d'état du gaz parfait, mais on va l'écrire sous la forme PV égale constante fois T. D'accord? Et on se fiche de savoir ce que sont les constantes. Ici, par exemple, je peux exprimer la pression en fonction de V et T, donc j'ai P qui est égal à une constante fois T sur V. Et si je remplace là-dedans, ça fait T, V puissance gamma moins 1 égale constante. D'accord? En disant que constante divisée par constante, c'est une autre constante. Donc ça, c'est une deuxième version de la loi de Laplace. Enfin, c'est une deuxième loi de Laplace. Et de la même manière, je peux me servir de l'équation d'état du gaz parfait pour exprimer V en fonction de T et P. Donc V égale constante fois T sur P. Je vais remplacer le V là-dedans. Donc je vais avoir du P exposant quelque chose, du T exposant quelque chose égale constante. Quels sont les exposants? Le T, il va venir forcément avec le même exposant que ce qu'avait V, c'est-à-dire il vient avec l'exposant gamma. Et le P, ça va me donner du P puissance moins gamma, mais j'avais déjà du P puissance 1, donc en tout j'ai du P puissance 1 moins gamma. Bon, voilà. Donc c'est assez facile, disons. Si vous connaissez bien la première, c'est assez rapide de retrouver les deux autres. Paragraphe 4, le gaz, ou plus généralement le fluide, de Van der Waals. C'est un fluide, c'est-à-dire un gaz ou un liquide, peu importe, qui est décrit par cette équation d'état-ci. Et vous remarquez que c'est une équation d'état avec deux paramètres, un paramètre A et un paramètre B. Donc pour l'instant, je ne vais pas expliquer d'où sort l'équation, mais on va essayer de la faire parler. Déjà, première remarque, c'est relié à l'équation d'état du gaz parfait. Donc, si je prends A égale 0 et B égale 0, je retrouve exactement l'équation d'état du gaz parfait. Donc, de cette manière, c'est une équation plus générale, d'accord? En choisissant des valeurs A et B, ça me décrit autre chose. Ensuite, une deuxième remarque qu'on peut faire, c'est qu'une température, ici c'est la température absolue, d'accord? En degrés Kelvin, donc de toute façon, cette température, elle est toujours positive.
cette température est toujours positive. Le paramètre A est positif, donc ce terme-ci est positif. La pression est positive. Et donc, on en déduit que V moins NB est nécessairement positif. Autrement dit, le volume V dans un fluide de Van der Waals, il ne peut pas être égal à 0. Il est toujours supérieur à N fois ce nombre positif B. Et ça vous met vraiment sur la piste de la signification de l'équation. Donc, vous voyez que B est inférieur à V sur N. Vous voyez que B est homogène à un volume molaire. Et imaginez que vous essayez de comprimer votre fluide de Van der Waals le plus possible. Vous faites tendre la température vers 0. Vous essayez de rendre ce terme-là nul. Qu'est-ce qui se passe? Il faut imaginer les atomes ou les molécules, et on n'arrivera jamais à leur faire occuper un volume inférieur à NB. Autrement dit, B, c'est le volume minimal que peut prendre une mole d'atome, une mole de molécule, et du coup, on pense en fait à un empilement de boules de billard par exemple, et une boule de billard, c'est pas déformable, et donc il y a un empilement plus serré, plus compact que tous les autres, et on ne pourra jamais, si vous avez par exemple une centaine de boules de billard ordinaires, vous n'arriverez jamais à les faire tenir toutes dans 1 cm3. Il y a un certain volume minimal que vous pouvez donner. Et c'est là l'origine du terme en NB. B, disons, c'est ce terme-là, il représente le fait que vos molécules ne sont plus des molécules ponctuelles, elles ont un volume, et il y a un volume minimal pour l'empilement. Donc il est dû au volume non nul des différentes molécules de l'empilement, d'accord? Alors que pour un gaz parfait, la première de nos hypothèses, c'était que ce sont des molécules ponctuelles. Dû au volume non nul des différentes molécules du gaz, et par conséquent, et ce volume non nul, ça donne un volume minimal non nul pour l'empilement. Ok, donc on a compris le terme en V moins NB. On a compris aussi pourquoi B égale 0. Disons que si c'est un gaz parfait, on doit avoir B égale 0. Maintenant, essayons de faire parler ce terme-ci. Ben, je peux, pour simplifier, je vais supposer B égale 0. Je vais supposer B égale 0, je vais comparer deux équations. Je vais comparer l'équation P plus N carré A sur V2 fois V égale nRT, et l'équation P V égale nRT, l'équation d'état du gaz parfait. Et puis, disons, celui-ci, je vais l'appeler P', d'accord? Et je prends le même volume V, la même température T dans les deux exemples. Est-ce qu'il y a un lien entre P et P'? Bah, nRT sur V, c'est égal à P', mais c'est aussi égal à ça. Donc vous voyez que P plus N carré A sur V2 est égal à P'. Autrement dit, en termes physiques, la pression dans le fluide de Van der Waals, à volume et température donnée, la pression dans le fluide de Van der Waals est inférieure à la pression dans un gaz parfait, et on sait de combien elle est inférieure, c'est relié à ce paramètre A. Donc, je vais écrire la conclusion. À T et V fixé, et en supposant B égale 0 pour simplifier, la pression
dans un fluide de Van der Waals est inférieure à celle dans un gaz parfait dans les mêmes conditions. Ok, essayons de comprendre d'où ça peut venir. Ben, ça vient de notre deuxième hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que dans un gaz parfait, il n'y a pas d'interaction entre les molécules. Et en fait, Van der Waals, justement, il a... Disons... ok, ça vient de notre hypothèse d'absence d'interaction. En fait, Van der Waals savait qu'il existe des interactions entre les différentes molécules. Et il savait aussi qu'entre deux molécules, il existe une énergie potentielle d'interaction qui correspond, sauf si les molécules sont vraiment en contact, mais sinon qui correspond à des forces attractives à plutôt longue portée. Et cette énergie potentielle d'interaction, elle varie en 1 sur R6, où R est la distance entre les deux molécules. Donc si j'ai deux molécules dans mon gaz, chacune des deux attire l'autre. Maintenant, pourquoi ça donne une pression plus faible que dans le cas d'un gaz parfait? Comment on mesure la pression? On va revenir à ce qu'on disait au début. Donc, j'ai mon récipient, j'ai mon piston, et puis mes différentes molécules se baladent là dans le récipient, et on va avoir des chocs, et on exerce une force extérieure, et on regarde quelle force extérieure il faut exercer pour que le piston reste immobile, malgré les chocs des molécules. Maintenant, imaginez que au départ, j'ai mon gaz qui, pour une raison ou une autre, est très concentré près du centre du récipient. Et qu'est-ce qui va se passer? En moyenne, il va s'étendre et il va occuper tout le volume du récipient. Mais quand les molécules sont proches, à une distance R assez petite, elles ont une énergie potentielle. Donc ici, je vais représenter l'énergie potentielle d'interaction entre deux molécules. Cette énergie potentielle d'interaction, bon, ça aura une forme comme ça, avec cette partie de la courbe là qui varie en 1 sur R6 ou en moins 1 sur R6. Cette partie-ci, ça décrirait des forces répulsives qui correspondent au fait que les molécules sont en contact l'une de l'autre. Et la partie qui va nous intéresser, c'est plutôt tout ça, qui décrit des forces attractives. Donc peut-être que j'ai une molécule, et puis j'en ai une autre qui a une certaine distance R, qui est, mettons, ici. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, quand celle-ci s'éloigne de la première molécule, elle est obligée, si vous repensez au cours de mécanique, elle est obligée de convertir une partie de son énergie cinétique en énergie potentielle, et donc son énergie cinétique diminue. Donc, lorsque les molécules s'éloignent les unes des autres, leur énergie cinétique diminue, puisque leur énergie potentielle augmente, et que leur énergie mécanique est conservée. Leur énergie cinétique diminue, autrement dit, elles vont aller taper moins fort contre la paroi du récipient que ce que vous pourriez imaginer connaissant leur température, c'est-à-dire connaissant leur énergie cinétique moyenne ici. Et donc du coup, la pression est plus faible. Donc c'est aussi simple que ça. Un dernier mot sur l'équation d'état de Van der Waals. Donc, bon, Van der Waals a eu le prix Nobel pour ses travaux sur cette équation au début du XXe siècle. Et la raison pour laquelle il s'est intéressé à un fluide réel, pour laquelle il a essayé de modéliser les gaz d'une façon plus fine que juste le gaz parfait, est la suivante. Le modèle du gaz parfait
Le modèle du gaz parfait, si vous partez d'un gaz parfait, vous n'arriverez jamais à prédire que ce gaz peut se liquéfier. Ne prédit pas de transition de phase, c'est-à-dire ne prédit pas que vos atomes peuvent former un liquide ou un solide. Pas de transition de phase, en particulier pas de liquéfaction possible. Je vais dire pas de condensation. Et donc, Van der Waals a essayé de comprendre les choses plus en profondeur, et cette équation-là, elle n'est pas juste non plus, hein. Elle a aussi un domaine de validité, et elle n'est pas correcte tout le temps. Et puis, même si on a beaucoup plus de liberté dans le choix des paramètres A et B, mais elle a un gros avantage conceptuel, qualitatif, qui est qu'elle prédit une transition de phase liquide-gaz, et fait des prédictions quantitatives sur ce qui se passe à cette transition de phase, prédictions qui pour certaines sont à peu près correctes, pour d'autres sont un peu fausses, mais bon, en tout cas, c'est en bonne voie, disons. Donc en conclusion, on a étudié le gaz parfait. C'est un modèle qui vous allez appliquer dans énormément de cas. En pratique, dès qu'on a un gaz, en fait, on va supposer que c'est un gaz parfait. Et puis, les gaz, ça s'applique de façon beaucoup plus large que ce qu'on pourrait croire de prime abord. Par exemple, parfois, les physiciens pensent à la lumière comme à un gaz de photons, aux électrons qu'il y a sur la conduction comme à un gaz d'électrons. Donc, il y a plein de gaz là où on ne les attend pas, qui ne sont peut-être pas tous des gaz parfaits, certes. Mais le modèle du gaz parfait a le gros avantage de s'appliquer souvent dans des situations concrètes, d'être très simple, donc on peut faire les calculs complètement, sans mal, et voilà. N'hésitez pas, donc, merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à bien profiter des exercices du poly. Et à nous faire part de vos questions si vous en avez, donc en nous contactant par mail ou bien par téléphone. Je vous rappelle le numéro 01 40 26 78 78. Voilà, merci et peut-être à bientôt.